I want to thank again Anyara and Jean-Marc for this invitation and such an amazing Merci de votre invitation et toute cette expérience tellement étonnante que j'ai depuis ces 3 jours. Je vais essayer de vous raconter mon histoire lentement et parler des activités qu'on fait ensemble. Et je voudrais commencer par vous dire qu'on ne peut pas, en fait, se réunir pour cet événement qui s'appelle Devenir plante sans, en fait, essayer de végétaliser nos sens. Donc, ce que je vous offre aujourd'hui pendant cette première partie de mon discours, c'est en fait un petit parfum de cette expérience, une initiation si vous voulez, une initiation, une induction. Et il y aura 3 parties à mon discours. On va faire pour commencer une petite expérimentation. On va essayer de nous déconnecter et puis ensuite nous reconnecter ou resynchroniser à la sensibilité des végétales. Je vais vous parler en général de mon projet et puis je vous emmène là où je travaille sur le terrain, où je travaille en tant qu'artiste et scientifique pour vous parler d'un nouveau projet de création et de recherche là où j'habite dans un parc urbain à Toronto. Allez, on commence. On va faire un petit exercice ou si vous voulez une méditation dirigée, ce que j'appelle un kriya pour cultiver le végétal en vous. Et c'est la première opportunité pour moi, en fait, d'avoir en fait une traduction et ainsi ceux qui ne suivent pas l'anglais, vous pouvez également suivre et participer. Donc merci. Et les traducteurs disent aussi un petit peu de patience avec nous. Alors, il y a Haraway qui nous a appris depuis très longtemps que votre corps ne s'arrête pas à la peau. Vos contours ne sont pas contraintes par l'apparence physique. Votre imaginaire morphologique, c'est-à-dire ce que vous pensez votre corps, est extrêmement fluide et c'est changeant. En fait, même les tissus de votre corps peuvent absorber toutes sortes de fantaisies, toutes sortes de rêves d'être autrement. Votre imagination génère plus que les images de votre mental. En fait, cela passe à travers tout votre sensorium. L'imagination ne se reste pas tankée dans le cerveau. Simultanément, vous avez les kinesthétiques et le visuel qui peuvent avoir une charge et en fait ont une charge affective. On peut travailler avec des images pour exciter tous nos sens, nos possibilités sensorielles. Vos muscles, tissus, fascies, vous pouvez augmenter, altérer, juste via les mots. Vous pouvez complètement altérer votre attention, concentration, et vous pouvez même intégrer la sémiose dans la sensation. Ainsi, les mots peuvent activer de nouveaux sentiments et émotions dans votre corps. Les expérimentations perceptuelles peuvent en fait réorganiser votre sensorium. Et là, j'étais en train de citer Bernard Latour. En imaginant autrement et racontant différentes histoires, vous pouvez vous ouvrir à des nouveaux mondes de perception et des mondes en fait beaucoup plus pratiques. Alors, essayez de penser à apprendre en fait les comportements et les sensibilités d'autres corps qui, avec et en devenant autres, vous pouvez voir sans les yeux, sentir avec un autre type d'odorat et de nez et que vous allez goûter avec d'autres types de langues. Et en fait, nous avons les opportunités de faire ceci tous les jours lorsqu'on fait des danses mimétiques en mêlée avec les autres, que ce soit humain, pas humain ou la machine. Ces rencontres peuvent nous encourager de voir autrement, sentir et connaître
et ces perceptions altérées peuvent déstabiliser les régimes sensoriels qui sont très établis. Et puis pour rendre en fait visibles des phénomènes imperceptibles, ce que vous pensiez étaient des frontières stables entre les corps vont disparaître. Et c'est là où l'animal, minéral, végétal, vont tous se mêler. L'ordre même des choses va se défaire. Alors, est-ce que vous faites du yoga ici, dans la salle qui fait du yoga? Ok, très bien. Alors, je vous offre une invitation de approfondir déjà cette pratique de multi-espèces. En fait, toutes les positions de yoga que vous avez, chat, vache, chien, etc., vous pouvez mettre votre corps dans ces différentes positions qui ont des affinités mimétiques avec les formes animales. Je vous invite maintenant d'adopter la position de l'arbre. Et essayez, s'il vous plaît. Ne protestez pas, c'est juste un exercice dans l'anthropomorphisme. En fait, on est en train de rendre le végétal sur le modèle humain. Alors, prenez cette occasion de connaître les morphismes dans des directions différentes. Alors, ce sera une opportunité pour vous de végétaliser votre sensorium humain qui est beaucoup plus que cela. Alors, si vous voulez réveiller le végétal qui est en vous, il va falloir que vous soyez intéressé et impliqué dans tout ce qui est important pour les plantes. Suivez le végétal, suivez la plante. Et il y en a beaucoup qui vous disent ça déjà. Alors, laissez-vous porter par leur tour tropique et essayez d'acquérir ces dextérités sensorielles végétalisées. Essayez ce kriya, donc cet exercice de yoga. Je vous demande maintenant, s'il vous plaît, de me rejoindre. Cela prendra quelques moments. Fermez vos yeux et commencez à sentir, en fait, via la langue, avec les mots, et ils vont vous mener ailleurs. D'accord? Alors, commencez comme ça. Commencez comme ça. Tapez, 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 tapez. Et puis, revenez vers votre visage. Ici, sentez le cœur, les bras, tapotez également, les jambes. Allez un peu plus fort, plus vigoureusement. Alors, maintenant. Voilà, c'est très bien. Alors, ensuite, je vous invite de fermer les yeux. Il est très, très important d'activer vos imaginations. Fermez vos yeux. Et si on peut peut-être éteindre les lumières, cela vous permettra de vous laisser aller, suivre juste les mots. Alors, vous êtes grand. Vos pieds vont maintenant s'embourber, en fait, dans le terrain, dans la terre. Conjurez le soleil dans votre imagination. Sentez la chaleur de ce soleil qui est en train de vous réchauffer, votre corps. Alors, sentez vos bras à l'extérieur. Trouvez de la place autour de vous pour étendre vos bras. Et encore une fois, sentez le soleil sur votre peau. Absorbez-le, buvez le soleil, la chaleur. À mesure que la peau absorbe le soleil, lâchez-vous de votre corps, libérez-vous de votre corps, votre chair, vos bras qui sont juste les membranes maintenant très fins, vos os se disparaissent et vos muscles se fondent. Maintenant, pensez à l'eau qui arrive dans vos veines, les veines qui s'allongent et qui deviennent en fait des vaisseaux pleins d'eau.
et elles vont maintenant envoyer les ramifications, des ramifications, des ramifications. Sucez cette eau, aspirez cette eau dans votre corps. Sentez vos feuilles maintenant qui montent vers le haut, vers le soleil, et puis soyez flamboyants. Vous êtes maintenant phototropique et vous suivez le soleil. Absorbez le soleil via vos feuilles verdoyantes. Sentez donc cette brise que vous avez en dessous les poches de feuilles. Vous êtes maintenant en train de photosynthétiser, vous absorbez le soleil, vous êtes en train d'aspirer en fait du carbone, vous expirez autre chose et autour de vos contours de corps, que sentez-vous? Que sentez-vous maintenant? Alors maintenant, vous allez vers vos racines. Vous allez dans le sol qui vous absorbe et sentez votre puissance, cette poussée vers le bas. Expérimentez avec ce tropisme. Changez votre expérimentation avec la gravité. Vous allez sentir en fait ce rush à mesure que vous envoyez vos ramifications de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et maintenant, vous allez avoir une de vos racines, les pointes de vos racines qui goûtent le sol métallique. Sentir en fait cet ingrédient de matière pourrissante qui est tout plein des choses qui sont plein de nourriture pour vous. Essayez d'expérimenter avec votre force. Vous êtes là sur le sol et vous êtes en train de croître. Et là où il y a une résistance avec le sol, relâchez votre stock chimique pour dissoudre tout ce qui est un obstacle pour vous. Comment sentez-vous maintenant? Alors, multipliez ces sensations, repoussez-les plus, allez chercher vos racines. Est-ce que vous pouvez aller plus loin? Est-ce que vous pouvez étendre votre conscience à ces racines qui partent dans le sol? Encore une fois, vous allez sentir ce rush lorsque toutes vos racines sensibles continuent à chercher, qui courent dans le sol, qui aspirent les nutriments et l'eau simultanément. Maintenant, tout votre système de racines sent cette charge électrique. Vous vibrez de cette charge. Vous êtes devenu en fait une grande cellule excitable, conductrice. Et maintenant, vous êtes dans ce réseau épaississant de champignons et les autres matières qui sont autour de vous. Vous allez sentir ce frisson en fait de connexion et vous allez passer dans toutes les directions. À quel point pouvez-vous vous étendre? Ne lâchez pas en fait cette excitation souterraine. Maintenant, allez vers l'extérieur, allez vous étendre encore plus. Sentez en fait le jeu de l'obscurité et la lumière à mesure que le soleil vient vers vous, filtrant les rayons se filtrant via les feuilles. N'oubliez pas que chacune de vos feuilles, c'est un organe visuel qui inscrit en fait tous les changements et les déplacements très très petites de la lumière. En fait, tout votre corps, c'est un média qui commence à enregistrer et noter les changements autour de vous. Vos membres, vos branches, vos feuilles, vos racines explorent maintenant le monde autour de vous. Quelle est votre perception maintenant?
Alors, c'est le moment de vous lâcher. Alors, retirez vos racines jusqu'à ce que votre rhizome se souvienne de vos pieds. Que vos feuilles s'épaississent et deviennent les bras. Sentez donc la rigidité de vos vaisseaux qui s'amollissent maintenant. Et maintenant, relâchez vos bras. Reprenez votre respiration. Revenez à votre corps. Mais posez-vous la question. Est-ce que c'est toujours le même corps? Qu'est-ce qui a de changé maintenant? Alors, tout doucement, sortez de cette méditation. Progressivement, vous ouvrez vos yeux et vous revenez dans cette salle. Vous commencez à l'apercevoir. Recherchez donc le calme. Alors, progressivement, retrouvez vos sièges. Commencez à vous asseoir. Et si vous avez senti quelque chose, j'aimerais bien les savoir, les connaître. Peut-être que vous pouvez noter des petites notes sur ce que vous avez senti. Et maintenant, on va revenir à cet espace très humain et on va essayer de le combler, de le remplir avec autre chose qui est beaucoup plus que la vie humaine. Alors ça, c'est un exercice que nous avons répété un peu partout dans le monde. En Inde, en Amérique du Nord, une petite île en Norvège, à Prague. Et les gens pratiquent en fait cet exercice. Donc vous faites partie maintenant d'une communauté croissante qui essaye maintenant de végétaliser vos sens. Donc ça, c'est la première étape que nous devrions, par laquelle il faut passer. Si on veut des mondes vivables, donc je vais vous offrir juste un petit aperçu de cette process de création que j'ai commencé il y a quelque temps et qui fait partie de cet effort de perturber les anciennes logiques anthropocéniques. Je voudrais vous dire que c'est un travail qui vient de quelque chose que je fais depuis 20 ans, tout d'abord en tant que danseuse et par la suite comme biologiste moléculaire et aujourd'hui en tant qu'anthropologue. Donc c'est un projet de très long terme pour travailler avec le monde végétal et comment transformer mes sensations. Je vous invite aujourd'hui de connaître en fait ce que c'est. En fait, c'est juste un parfum et on peut faire beaucoup plus loin. Alors, ne soyez pas distraits par le bétonnage très mal placé de la science qui nous limite dans une ère géologique faite par l'homme. Alors, Zoé Talk et Audrey Simpson et beaucoup d'autres essaient de nous dire que ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, c'est une apothéose de 500 années de violence coloniale, du capitalisme extractif, la suprématie blanche et et le fait que l'homme est le plus important. Et ce sont des moyens, en fait, très trompeuses. Les mondes anthropocènes sont construits sur l'esclavage et la dépossession. Il ne faut pas oublier ce que les anthropologues Marisol Academia dit. Les anthropos pas vus. Alors les anthropos not seen, ce sont ceux où il y a une destruction pour humilier l'existant via les projets coloniaux. Les anthropos pas vus, ce sont les vies qui sont assujetties à une violation partout dans le monde. Alors, si l'anthropocène rétablit l'homme comme un dominateur naturel sur la planète, je voudrais vous insister qu'il faudra quitter cette salle tout de suite, parce que ce n'est pas ici qu'il faut rester. Et pour le faire, il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas seuls. En fait, c'est le moment de
nommer nos alliés les plus importants. D'après ce que je vois dans le monde aujourd'hui, je trouve que nos alliés les plus importants, c'est le monde végétal, ce sont les plantes. Ce sont les amis photosynthétiques qui prennent des formes bactérielles, qui peuvent catalyser et matérialiser les conditions de possibilité pour la vie humaine et plus que humaine. Ce sont les êtres qui rendent la vie et les mondes visibles pour nous tous. Les plantes, en fait, c'est la soustrate, la substance même, l'échafaudage et le signe et symbole de l'économie politique dans le monde entier. Et c'est eux qui détiennent, en fait, soutiennent le ciel et la terre. Et ils déplacent des quantités d'eau entre l'air et la terre. Ce sont les réorganisateurs qui activement changent, en fait, la substance de la vie. Nous sommes parce qu'ils y sont. Il ne faut jamais oublier, nous sommes fabriqués par la plante. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, toute notre action ne devrait pas être l'anthropos qui se donne beaucoup d'importance, mais plutôt le planthropos. Et ça, c'est une figure qui marque l'inséparabilité entre l'homme et le végétal et le devenir de la plante de l'homme et de l'humanisation de la plante. En fait, elles se font chacune. Cette planthropose, en fait, c'est ce que j'appelle la planthropocène. La planthropocène, c'est un épistème aspirationnel plutôt que quelque chose qui est lié au temps. Et donc, cela nous donne des nouvelles façons de voir et être vus par les plantes et les relations entre hommes et plantes, et tout de suite maintenant, et pas dans un avenir très éloigné. C'est basé sur la sagesse des anciens et des projets de solidarité actuels que les plantes cultivent avec leur peuple. Plutôt que de limiter les problèmes auxquels on fait face aujourd'hui et les appeler planthropocènes, c'est une invitation de nous enraciner pour faire autrement, pour rupturer en fait avec cette logique d'autrefois, d'anthropocène. Et donc cela demande qu'on change les termes de notre rencontre pour qu'on devienne les alliés de ces êtres photosynthétiques. Et ici, je pense avec les anthropologues Timothy Choi et son appel très puissant d'unir les peuples dans une conspiration de respireurs lorsqu'ils commencent à prendre une attitude vis-à-vis d'un monde qui est respirable. Et il est clair pour moi qu'il nous faut non seulement collaborer, mais également comploter avec les plantes pour mieux soutenir leur vie, pour qu'on puisse respirer ensemble et faire cultiver des nouveaux mondes. Alors, apprendre à fleurir avec les plantes, c'est peut-être le projet le plus urgent de l'humanité. Et dans ce projet, je cherche des sites où le peuple peut commencer à comploter avec les plantes pour connaître des mondes vivants sous forme de nouvelles pratiques radicales dans tout ce qui est l'art, le paysagisme, la restauration écologique, l'agriculture urbaine, etc. Le Planthropocène, en fait, c'est un projet de décolonisation qui reconnaît que ces Planthropos pas vus, Planthropos not seen, sont en fait les moyens très variés, très riches de continuer la vie humaine avec les plantes. Et en fait, cet épisthème demande les modes de décolonisation, d'enquête, de protocoles et de pratiques pour être en phase avec le monde végétal. Moi, anthropologue, je travaille avec des gens pour documenter à différents endroits comment végétaliser le sensorium pour répondre à ces mondes végétaux. Je travaille avec les artistes et les scientistes aussi. Et en tant qu'artiste, j'expérimente avec de faire l'écologie autrement via une collaboration de recherche et de créateurs avec danseuse et réalisatrice Hélène Liberona. Et j'appelle ce projet Becoming Sense que je vais partager avec vous. Alors, cette partie du projet
est complètement différente par rapport à la logique coloniale et militarisée, économisée, qui rendent la science de l'écologie comme des ressources exploitables et les services d'écosystèmes. En fait, c'est le pire d'injustice qu'on peut rendre, avoir une justice qui dit que ce qu'on mesure, en fait, les services offerts par l'écosystème. À la frontière entre l'art, l'écologie et l'anthropologie, nous inventons les protocoles de ce qu'on appelle une écologie ungridable ou sans réseau. Et ce qui nous intéresse, en fait, c'est de chercher des techniques qui peuvent documenter l'épaisseur de ces relations qui ont lieu autour de ces natures-cultures autour de nous. En fait, c'est cet espace inévitable et vital de nature et la culture. Alors, je vous emmène là-bas. J'habite juste ici, pas très loin de cette savane de chênes. En fait, c'est une nature-culture il a fallu 10 000 ans pour le faire. Et donc, vous avez ici une image satellitaire de ce parc, en fait, de réserve de loisirs de 400 acres à Toronto. Ça s'appelle High Park. C'est à l'ouest de la ville. Donc, ici, vous avez des restes des savanes de chênes. Voici l'entrée. Alors, ces savanes de chênes, ce sont des devenirs qui sont remarquables, qui rassemblent toutes sortes d'êtres, de devenir et des process de se défaire. Et c'est composé en fait de grands chênes qui sont bien espacés, des herbes de prairie et des fleurs sauvages qui s'enracinent dans ces sols sablonneux. La composition de cette terre ne dépend pas uniquement des forces naturelles et en fait elles dépendent de cette force destructive pratiquement du feu pour que ces prairies continuent à vivre et pour promouvoir la régénération de ces chênes. Et c'est pour cette raison il nous faut des personnes qui ont une connaissance de l'incendie et les aptitudes pour utiliser cette force pour prendre soin des terres. Ces chênes existent encore parce que c'était des indigènes qui se sont occupés pendant des milliers d'années. Donc, ce sont les terrains qui sont un record vivant de 1000 ans de souveraineté indigène, d'assistance et de cérémonie. Les gens autour du monde appellent en fait sur la force de l'incendie pour sculpter la terre et pour nourrir le monde. Et dans ce domaine, c'est le feu qui aide à cultiver toutes sortes de baies, toutes sortes de noix. Et ces terres ont accueilli beaucoup de différents types d'espèces animales, telles que les écureuils, les pigeons, les ours, les dindes, etc. Ces feux ont également ouvert de l'espace pour les gens pour qu'ils puissent construire leur maison, leur village, de faire pousser de différents types de cultures et également l'huile de tournesol pour le tabac et l'huile pour la cérémonie. Le Wendat, les Ondosoni et les Anishinaabe sont des différentes nations qui vivent ici. Alors, ce que vous voyez ici, c'est la rivière Humber. Alors, ici, la randonnée qui s'appelle le Toronto Carrying Place Trail, c'était une route très connue pour le commerce et le voyage. Et ce sont les terrains que nous avons pris de force de Mississauga, Première Nation, 1787, pour une somme, un montant très, très maigre, dans un accord avec le prédécesseur de Toronto, la ville de York. Ce sont des terres qui ont beaucoup souffert suite au colonialisme des colons. Et ici, c'est John Howard, pendant les 1800, qui ont acheté en fait cette terre pour 150 livres uniquement. Et puis, il a clôturé cette partie-là comme un parc pour la ville. Ces terres ont beaucoup souffert suite à cette colonisation. Il n'y a qu'1% de ces savanes de frênes survivent aujourd'hui
parce qu'il y a eu en fait des moutons qui sont passés, les tondeuses électriques qui sont passées. Et donc, il y a une destruction pour décimer la culture des locaux et une assimilation forcée a eu des impacts dévastatrices sur toutes les communautés au Canada. Il y a d'autres questions qu'on peut se poser à cause de ceci. Est-ce que nous pouvons poser la question, est-ce que cette violation coloniale, à quel point est-ce que cela peut endommager le bien-être de cette terre? C'est très important pour les indigènes de cette région. Est-ce que c'est possible de poser la question? Quelle est la perte connue par la terre lorsqu'elle est dépossédée par son peuple? Nous savons ce qui se passe lorsque les gens perdent leur terre, mais qu'est-ce que la terre perd quand elle perd le peuple qui y habitait et que ce peuple est parti? On ne peut pas sortir les habitants d'une savane de frêne. Ce n'est plus une savane. Le canopée va devenir de plus en plus épaisse et il n'y aura plus de soleil. Il y aura d'autres types ou essences d'arbres qui vont arriver, qui vont apporter leur propre chimie qui est extrêmement acide. Alors, donc, et il y a les autres habitants d'origine, les arbres qui étaient nourrissants, qui vont disparaître. Au premier contact avec les Europes, il y avait à peine un hectare qui n'a pas été contrôlé par les Occidentaux. Lorsque les colons sont revenus en 1700, ils ont vu en fait des bois qui étaient un petit peu dans leur fantaisie, c'est-à-dire comme le forêt primaire qui n'a pas été touché par l'habitation de l'homme. En fait, c'est ce paysage très profond qui est devenu un idéal de conservation pour la restauration forestière. Donc, lorsque vous voulez restaurer en fait les paysages, pensez à quelle échelle dans le temps vous aspirez. L'incendie ou le feu est revenu dans ces terres. Et aujourd'hui, c'est la ville de Toronto qui détermine le rythme à laquelle on commence à faire ces feux. Et ils ont commencé à reconnaître en fait ces terres comme étant des sites très rares d'intérêt naturel et scientifique. La restauration écologique est en cours et il y a les forestiers qui essaient de contrôler Il y a des brûlures dirigées, des brûlages dirigés et on essaie d'éviter les malheureusement, il y a l'utilisation des glyphosates de Monsanto. Et puis, les plantes telles que l'ail sauvage, etc., et les plantes, etc., sont enlevées. Et ils ramassent les graines de ces anciennes cultures et il y a beaucoup d'efforts qui a été effectué et c'était en fait suite à des conseils des citoyens dans les années 90 composés de naturalistes et les citoyens. Cependant, pour respecter la nature des savanes de frêne veut dire qu'il va falloir complètement éliminer l'héritage rémanent des colons parce que ceci a complètement détruit les contours et la signification, l'importance de ces terres. Nous avons éliminé l'incendie. Alors l'intensité de ces efforts et que nous voyons dans le parc participe en fait dans un projet colonial qui continue à renforcer la déposition des natifs de leurs terres. Lorsque vous fermez une terre ainsi juste pour le plaisir, ce n'est plus un site de souveraineté, ni de cérémonie, ni de vie. Regardez ce qui se passe dans certains cas. Il n'y a plus la dimension de sentience entre la terre, les corps et les relations inextricables qui existent entre le corps et la terre. Il y a des approches qui sont des blasphèmes contre certaines formes d'écologie et ceci de façon tacite suppose que le corps et la terre sont des éléments de vie mécanique qui nous servent à gérer ses ressources et ses biens. La décolonisation de l'écologie requiert
de changer nos efforts répétitifs, et de rejeter les suggestions de sentience au-delà de l'humain. Nous sommes tous habitués, généralement, à dériver des anthropomorphismes et nous les considérons comme des choses puériles. Cependant, de tels gestes renforcent des tabous coloniaux contre l'animisme et l'anthropomorphisme. Et donc, en faisant cela, nous oublions qu'il s'agit de nouveaux projets colonialistes qui apparaissent dans le cadre de sciences soi-disant écologiques. Mon projet Becoming Sense nous permet de penser à la façon dont on peut se battre contre ces nouvelles conceptions, car il s'agit d'une recolonisation du passé et de faire revivre le présent colonialiste pour que ce colonialisme continue à l'avenir. Donc, il faut déconstruire ces tendances, ces modèles. Il faut nous ouvrir aux possibilités de sentience non humaine pour commencer le projet de décolonialisation, pour être de meilleurs alliés et pour travailler dans le cadre de nouveaux projets. Nous pouvons commencer à oublier tout ce que nous savions déjà concernant les mondes non humains et les vies non humaines. Ce qui veut dire qu'il faut beaucoup y travailler. Mais cela veut dire aussi qu'il faut oublier nos conceptions anciennes de la nature et nos conceptions de la vie et comment elle fonctionne. Il faut plutôt penser aux tropes que nous avons et qui nous mènent à penser parfois que nous travaillons comme des machines ou que les forêts sont des services écosystémiques ou que la reproduction et la santé sont simplement les éléments intéressants dans une vie. Bon, pour faire cela, il faut pouvoir cultiver de nouveaux modes d'attention, d'imagination et de nouvelles façons de raconter des histoires concernant les terres et les corps. Voici des images que je partage avec vous qui nous permettent de faire ce genre de travail. Ce travail a inspiré ce que j'appelle, moi, en fait, une écologie ungradable pour une histoire plus que naturelle. Et cela comprend également la documentation de cette natuculture qui a déjà 10 000 ans. À High Park, dans ces savanes de chênes, ma collaboratrice Helen comprend qu'il est possible d'inventer de nouveaux modes d'attention pour une nouvelle écologie féministe, étrange et décolonialisée. C'est peut-être l'endroit où la restauration écologique peut être désarticulée d'autres systèmes de gestion qui maximisent les services écosystémiques d'une terre. En faisant cela, peut-être nous aurons des endroits avec des discours moralisants néocolonialistes qui commenceront à perdre leur intérêt. Pensez à cela comme une terre sur laquelle les impératifs de reproduction et les tropes productivistes militarisés hétéronormatifs du nouveau darwinisme un jour seront moins importants. Il y a 2 ans de cela, nos premiers projets ont vu le jour et ceci nous a permis de mieux comprendre cette terre, ce qui compte pour cette terre et ce qui compte pour nous. Donc, cette équipe de forestière de Toronto nous a permis de marquer des endroits de monitoring où l'on commence à travailler sur un travail de restauration écologique. Il s'agit de sites, en fait, où les travailleurs du parc reviennent plusieurs fois par an pour prendre des photos, pour voir ce qui a changé, et ils stockent ces photos à la mairie. Selon nous, cette idée de site est très importante et il faut les gérer attentivement. Alors, ce qui est compris, que faut-il faire pour faire attention à ce qui se passe sur ces sites? Quels sont les modes d'attention qui sont nécessaires pour bien refléter ce qui se passe sur cette terre décolonisée? Lorsque Helen et moi-même, nous nous posons la question de savoir ce qu'il faut vraiment faire pour être synchronisé, eh bien, nous nous disons qu'il faut devenir des capteurs, becoming sense, dans ce monde sentient. Et il faut savoir comment faire attention à cette terre qui elle-même fait attention à tous les types de transformations autour de cette terre depuis tant d'années. Les plantes et les arbres sont des senseurs, des capteurs incroyables, pleins de sensibilité, de sensitivité, et ont une mémoire de leur passé et de leur histoire.
comment nos pratiques peuvent rendre justice à la documentation d'êtres ou de chaînes et aussi d'autres types d'arbres et de créatures qui sont liés dans cette terre très vaste. Nous apprenons qu'il faut devenir des capteurs dans ces chaînets et pour cela, il faut synchroniser déjà nos sens synesthétiques. En tant que danseurs, nous savons comment nous pouvons nous synchroniser. Il faut faire attention au rythme, au mouvement, à la temporalité et au mouvement plus qu'humain qui existe sous de nombreuses formes. Nos protocoles pour cette écologie ungradable sont liés au mouvement des créatures et des corps autour de nous. Cela comprend les plantes, les arbres, la qualité de la lumière qui est filtrée par la canopée et les insectes, les oiseaux, les écureuils, les chiens, les machines et les peuples, les personnes qui existent, ainsi que tout type de forme vivante qui meurt ou qui devient ou qui est déconstruite dans cette nature-culture. Donc maintenant, ce que je souhaiterais partager avec vous, c'est peut-être, comment dire, d'abord vous décrire ces images et donc plutôt que de regarder une vidéo, je vais mettre le son pour que vous voyez ce qui arrive ici. Je vais essayer de parler, mais vous allez voir ce à quoi peut ressembler le panorama sonore, le paysage sonore. Voilà, vous voyez là, cette savane sous forme de chênaie. Il est donc important de noter que nos protocoles n'ont pas pour but de recoloniser ces terres avec encore plus d'histoires de colonisateurs. Ces techniques nous offrent un exemple qui nous montre comment on peut casser un consensus d'une écologie colonialiste qui en fait cherche à toujours prendre une logique néo-darwinienne, mécanistique, militarisée et qui ne pense qu'à l'économie. Il faut refuser les normes colonialistes et sa logique afin de s'ouvrir à de nouvelles sentiences. Pour ce faire, il faut élargir le champ discursif pour écouter les histoires de nos corps et de nos terres. Il est donc clair qu'ici, nous travaillons dans une gamme très étroite du permissible pour établir des liens entre nous, les corps et les terres. Comment élargir ce champ discursif? L'objectif est d'ouvrir des espaces contre ces sensoriums écologiques conventionnels pour que les sciences ne soient pas les seules que l'on écoute. Peut-être que grâce à ces protocoles, nous saurons comment poser de meilleures questions, savoir ce qui est important pour la Terre. Donc à l'avenir, nous pourrons apprendre avec les écologistes et pour transformer leur façon de voir le monde, pour mieux comprendre leurs questions et pour savoir comment ils travaillent. En faisant plus de place à d'autres histoires concernant les terres et les corps, nous serons les alliés des militants indigènes et des savants au nom de la décolonisation. Maintenant, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ces photos que vous voyez. Il s'agit en fait d'images kinesthétiques et la photo capture des corps et les transforme en objets d'intérêt scientifique. Ici, les images que nous avons composées sur le terrain rendent le monde différemment. Grâce à nos appareils photo, nous changeons les désirs écologistes conventionnels pour capturer en fait des données lisibles, claires et propres. En fait, l'appareil photo a une ouverture très longue pour pouvoir enregistrer en fait les états d'esprit, les énergies d'une terre et voir les liens qui existent en attirant la lumière et les couleurs, et nous participons à la vibration de chaque événement qui voit le jour. Ces savoirs situés nous permettent de comprendre l'énergie d'une rencontre, les mouvements entre les corps et ce qui est non humain, plus qu'humain, et les machines. C'est-à-dire que nous bougeons parce que ces terres bougent également et les images enregistrent des événements éphémères et généralement aussi la façon dont nous
nous sommes impliqués de façon active dans cette écologie affectivement chargée. Nos corps et nos relations avec les autres sont très importantes. Pour faire ces images kinesthétiques avec des appareils photo numériques, les photographes ne cherchent pas à capturer un phénomène. Ils appartiennent à ces phénomènes. Ils voient comment ils sont construits et déconstruits. Vous avez par exemple du bois qui est en train de pourrir, des champignons, des feuilles en décomposition, du sable. Ce ne sont pas des choses séparées les unes des autres, ce sont des événements, des happenings, des choses qui changent, des éphémères du maintenant et du maintenant et encore maintenant. Et c'est en se déplaçant, en suivant les mouvements des arbres que nous voyons que ces mouvements ont une incidence sur nos corps et nos images kinesthétiques ne font plus la différence entre ce qui anime et ce qui est animé. Et donc les lignes vagues des contours des arbres et de leurs branches se synchronisent avec nos corps et nous permettent d'avoir une intra-animation avec les arbres. Nous voyons donc des séquences d'images, nous pouvons les voir de façon cinématique pour mieux se souvenir de ces danses. Là, nous pouvons faire appel au mouvement lent des arbres qui sont vraiment une danse. Les arbres sont des danseurs très expressifs. Ces images kinesthétiques sont un peu ce qu'on peut appeler des time images, c'est-à-dire elles animent des temporalités qu'autrement nous ne pourrions ni percevoir ni imaginer. Nous pouvons donc voir des agents végétaux sous forme de lumière, de couleurs et de mouvement. Donc pensez maintenant un petit peu à ces images. Il s'agit là d'une forme, d'une conspiration plante-personne, d'un complot, ce que nous pouvons faire avec nos corps, avec nos machines, avec nos formes de données, afin de pouvoir nous servir le végétal et les plantes. Les plantes ont besoin de nous pour que nous puissions montrer et démontrer aux autres, à beaucoup d'autres personnes, les agents subtils qui existent pour pouvoir faire ces agencements et ces agents. C'est comme si là, tout d'un coup, vous étiez enlevé par les plantes. Moi, j'ai été enlevé par les plantes et maintenant, je travaille au service des plantes. Pensez à ces photos. Ces photos, ce sont des complots plantes-personnes. Et vous pouvez penser à d'autres formes que cela pourrait prendre dans votre pratique à vous. Bonjour. Je me posais la question de savoir quelle était votre expérience avec ayahuasca. Est-ce que ça vous fait peur de voir que cette connaissance pourrait être cooptée? On parle souvent de ces liens entre les humains et ces plantes. Que se passerait-il si l'on créait un super-humain après avoir réutilisé tout ce pouvoir des plantes et des humains? Très bonne question. Merci de l'avoir posée pour ayahuasca. Je travaille sur la médecine grâce aux plantes. Mais en fait, mes liens avec les plantes sont tellement forts que je ne peux pas faire de l'ayahuasca. Moi, je travaille en mode de soin avec les plantes, mais je n'ai pas bu d'ayahuasca pour d'autres raisons. Ce serait difficile de faire un retour là, mais en tout cas, c'est vrai. Dans mon travail, je prends en compte cela en tout cas, et je commence à maintenant regarder la terre, les arbres, les plantes, comme des êtres qu'il faut aborder, à qui il faut poser la permission. Comment puis-je travailler avec vous, les plantes, les végétaux? Il faut établir des liens avec les esprits, c'est vrai. Il y a un endroit où c'est nécessaire de rejoindre le monde spirituel. Bon, est-ce que ce travail peut être coopté, je ne sais pas, ou réutilisé par d'autres, je ne sais pas. Ce n'est pas à nous de dire, ce n'est pas à nous non plus de garder les choses que nous savons, que nous avons compris. Ce serait la pire des choses si ceci était repris par d'autres. Mais en fait, notre travail est très subtil. Il faut être plus que présent physiquement sur place. Il faut avoir plus que juste le désir d'être ému par et de bouger avec d'autres formes, d'autres mondes. Il faut en fait bien rester humble, et en restant humble, il faut pouvoir
se synchroniser avec les plantes et les arbres. Donc, il ne faut surtout pas penser au fait que nous pouvons avoir contrôle sur tous ces mondes. Pas du tout. Nous pouvons sinon infecter les autres avec ces genres d'attitudes. Et là, en tout cas, la question reste complètement ouverte. Merci, Natacha. En vous écoutant, je me suis posé la question de savoir quelle est la différence ou le contraste que vous nous avez montré là entre le monde sensoriel et ce réseau, the grid. Il y a d'autres dichotomies. Qu'est-ce que vous entendez par le grid et ungridable, donc ce qui est dans le réseau, irréseautable, déréseautable? D'accord. Bon, moi, ce qui m'intéresse principalement, c'est le sensorium écologique et nous voyons le monde en tant que colonisateurs. Nous voyons le monde par ces logiques de réseau de la carte militaire, la carte utilisée par les écologistes. Vous savez qu'ils mettent sur le sol pour compter les espèces qu'il y a sur une terre. C'est une pratique écologique. Nous sommes liés à cela, c'est-à-dire les formes quantitatives, les données. Si vous avez un passé scientifique, vous verrez que c'est très difficile de se désynchroniser. C'est ça qu'il faut faire. Il faut enlever ce sensorium colonisateur pour se synchroniser de façon différente. Donc notre sensorium, notre palette sensorielle, pour moi le sensorium, cela va au-delà des 5 sens. C'est pour ça que je dis le sensorium, ça n'a rien à voir avec ça. Le sensorium, ça comprend d'autres sensibilités synesthétiques, c'est-à-dire la mémoire, l'imagination, l'intuition, l'appréhension, toutes ces choses-là, et aussi la dimension politique, c'est-à-dire que notre sensorium est façonné par les relations de puissance, de pouvoir dans le monde, ce que l'on voit et ce qui est invisible. Et ce qu'il faut, c'est changer cette configuration du sensorium. Et pour ce faire, il faut y travailler très très dur. Il faut vraiment une désorientation réelle. Il faut essayer de devenir une plante. Il faut que nous atteignions des dimensions différentes et il nous faut retravailler nos intuitions, retravailler nos hypothèses, retravailler ce mode de compréhension du monde qui fait que le monde est en fait un ensemble d'éléments et de biens. Donc cette notion de ungridability, de sortir du réseau écologique, cela veut dire qu'il ne faut pas suivre ce grid, ce réseau. Il ne faut pas un point de vue synoptique ou de haut comme une carte militaire. Et nos pratiques de cartographie à nous comprennent une exploration de la topographie en descendant des collines, en roulant jusqu'en bas des collines. C'est par le corps que ça passe. Et les formes de données que nous utilisons nous permettent une nouvelle lisibilité. Toutes ces données ne peuvent pas être extraites ou réduites ou limitées dans ce cas-là. Voilà, en tout cas, moi, les contrastes qui m'intéressent. J'ai une autre question parce que les premières colonisations, en fait, c'est qu'on mesure la valeur des données et la raison pour laquelle l'état d'existence et de production est là. C'est ce que j'ai essayé d'exprimer lors de l'atelier. La première chose à prendre en compte, nous les colonisés, c'est cette domination, si vous voulez, de cette idée de mesure, toujours mesurer. Oui, donc lorsqu'on parle de la qualité, les écologistes, si vous voulez, utiliser l'intensité de la lumière en tant que mesure de si c'est un événement de savane ou non, si la lumière peut descendre jusqu'au premier étage. Ils ont en fait des moyens de mesurer la lumière. Ils jouent avec la lumière. Moi, je joue avec la lumière, je danse avec la lumière. Donc ici, vous voyez, c'est notre expérimentation pour travailler sur la qualité de la lumière. Alors,
Pour que notre protocole documente en fait cette qualité de la lumière, on retourne 3 fois pendant la journée au même endroit dans la savane de frêne et on participe dans cette danse avec les êtres pour connaître et sentir cette qualité. Ainsi, nous pouvons attirer les couleurs et la qualité. Là, cette image a été prise à l'aube et au coucher de soleil. Donc, nous avons une qualité plus affective et vous pouvez même sentir le mouvement du photographe, vous pouvez sentir la qualité de ce mouvement et comment ce monde est en train de prendre forme et qu'est-ce que ça fait pour notre expérience. On danse avec et on nous fait danser. C'est la Terre qui nous fait ça. Ça, c'est notre forme de données. Ce n'est pas mesurable, hein. Et donc, parce que ça va complètement à l'encontre de ce qui est classique. J'adore vos images, c'est magnifique, mais j'ai une question à vous poser, très, très personnelle. Avez-vous en fait un espèce compagnon parmi le monde végétal, des plantes, ou même peut-être une plante individuelle qui est votre compagnonne, qui vous a permis de la prendre par la main et de rentrer dans ce monde? Eh bien, quand j'ai commencé ce travail il y a 20 ans, et la première plante qui m'a invité dans cette danse, c'était ce que j'appelle le comfrey ou le simsitum. Ça pousse dans tous les jardins et il y a en fait la fleur qui s'épanouit de façon très sympa, un peu comme le corps. Et c'est ainsi, il y a un spirale, si vous voulez. Et ça, moi, j'étais un biologiste de plantes. J'ai étudié le développement de ces plantes dans le laboratoire et je suis rentrée dans cet atelier sur les sciences de vie qualitatives avec les gens comme Brian Goodman à ce collège en fait à Devon. Donc on méditait avec les plantes et c'est la première plante qui m'a montré comment elles se déplaçaient et quels étaient ses mouvements. Et la qualité, en fait, c'est une expérience de laisser la plante pousser en vous. C'est ce que Goethe dit dans sa métamorphose des plantes. Et ce sont les types d'intimité qu'il a déjà plaidoyé. Donc, une observation directe, sensorielle, mais également des fantaisies directes sensorielles. Vous commencez à tellement bien connaître les plantes qu'ils poussent dans vos tissus. Et vous, en tant que danseur, c'est ça qui m'a fait bouger mon corps. Dans les savanes des frênes, il y a 33 arbres que je vais toujours aller saluer. Et il y a deux chênes blancs et un chêne rouge qui demandent toujours que je travaille via eux. C'est une exigence. Et nous avons des connexions qui sont très profondes avec ces arbres. Désolé pour mon anglais. Je vous remercie beaucoup de votre présentation. J'ai grandi dans un pays, en fait, où il y a une histoire très forte de colonisation. Et dans ce pays, et particulièrement sur la côte, il y avait un groupe de personnes qui ont décidé de supprimer, en fait, toute trace de colonisation. Alors, ils ont arraché toutes les plantes, soi-disant coloniales, plantées par les colons, sur cette terre primaire. Et donc, ça fait poser des questions assez étranges. Et ils ont supprimé l'histoire également, les personnes déportées, leur histoire, des personnes qui étaient emmenées ici. Et moi, je dirais que c'est une façon très étrange de supprimer une partie de cette colonisation historique. Oui, tout à fait. Ça, c'est également une inquiétude pour nous, parce que lorsque les colons blancs arrivent dans un pays et qui décident qui doit vivre et qui doit mourir, donc ils essayent d'enlever et déraciner toutes les plantes coloniales. Et donc, ils essaient, précoloniales, ils essaient de supprimer leur effet, leur histoire. Mais qui sommes-nous pour décider qui doit posséder cette terre et qui doit être sur cette terre? C'est une question très importante. Donc, il y a des gens qui déracinent, si vous voulez, le sarrasin européen, sans poser la question, est-ce que ce Buckthorn, joue un rôle?
Qu'est-ce que vous nous enseignez? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, lorsque je traverse cette terre, je vois qu'il y a toute cette lierre toxique. Et au lieu de dire, ah, il faut s'en débarrasser, il faut s'en débarrasser, il faut se poser la question, qu'est-ce que vous faites ici? Et la plante me dit, je guéris la terre. Je prends soin. Sortez! C'est vous qui avez des effets toxiques, vous les hommes. Et donc, il faut faire très attention à ce que font les plantes. C'est pas à moi de décider qui doit vivre et qui doit mourir. Et ça, c'est en fait une idée de la violence coloniale, parce que pour arriver à cette nature pristine et propre, c'est un autre niveau, si vous voulez, un autre degré de la colonisation. Et il faut vraiment que les personnes prennent conscience de leur terre, de travailler avec la terre, laissez-les, les indigènes, décider comment ils veulent, quels sont les rapports qu'ils veulent avec les formes coloniales qui existent encore aujourd'hui, parce qu'il faut poser la question. Qu'est-ce qui est important pour la terre? Peut-être que pour la terre, c'est important d'avoir cette plante. Merci de votre présentation qui est extrêmement revitalisante. J'ai une question en ce qui concerne votre histoire et vos rapports avec les plantes dans ce monde humain-plante. Où sont les autres dans vos rapports? Je parle des êtres non humains. Est-ce qu'ils existent quelque part ou non? Alors, je me focalise sur les plantes parce que ce sont les plantes qui réunissent tout le monde. Ils attirent tout le monde. C'est le centre même du monde des êtres. Si on commence avec les plantes, on ne termine pas avec les plantes. On termine avec tout le monde, tous les autres. On ne peut pas réfléchir à une plante sans les microbes, les insectes, les champignons, les oiseaux, et sans tous ces avions également qui passent et qui forment le milieu vibratoire. Donc, ce sont les plantes qui détiennent tout le monde. Ma connexion personnelle commence avec les plantes, mais elle me aide à voir les rapports intimes qu'elles ont avec les autres. Donc, il faut toujours penser par rapport à. Et les plantes le font d'une façon tellement magnifique, tellement expresse et tellement explicite que cela peut complètement casser nos anciens préjugés. Et donc, il faut connaître le rythme involutionnaire qui viennent en fait de cette forme collective qui peut attirer ou répulser renvoyer certaines parties. Eh bien, merci beaucoup, Natacha, de votre discours qui était extrêmement redynamisant. Merci beaucoup.